Les partisans de l'opposition ghanéenne ont défilé à Accra contre le gouvernement. C'est après la mort de 2 manifestants dans des heurts avec la police le mois dernier. Au Sénégal, 2 nouvelles lois récemment adoptées par le Parlement pour renforcer la lutte contre le terrorisme font peser un risque sur la protection des libertés fondamentales. C'est ce qu'a averti la Human Rights Watch. Jacob Zuma pourrait ne pas faire la prison. Un juge de la haute cour de KwaZulu-Natal a entendu une demande urgente de suspension de l'ordre d'arrestation de l'ancien président la semaine dernière par la Cour constitutionnelle. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information. Les partisans de l'opposition ghanéenne ont défilé à Accra pour manifester contre le gouvernement du président Nana Akufo-Addo et la brutalité des forces de sécurité. C'est après la mort de 2 manifestants dans des heurts avec la police le mois dernier. Reportage. Le principal parti d'opposition, le NDC, avait appelé à une marche pour la justice après que 2 manifestants ont été tués et 4 blessés dans des heurts avec la police lors d'une marche de contestation dans le sud du pays fin juin. Depuis plusieurs semaines, des jeunes s'organisent autour du hashtag #FixTheCountry sur Twitter pour protester contre les difficultés économiques auxquelles ils font face depuis le début de la pandémie. Mardi, les manifestants chantaient et brandissaient des pancartes sur lesquelles il était écrit « Les jeunes sont au chômage et pleurent, réparer le pays » ou encore « Les Ghanéens sont en train de mourir, Akufo-Addo, réveille-toi ». Le système policier est faible. La police est pleine de tyrans et de groupes d'autodéfense qui ont tué notre peuple. C'est pourquoi nous manifestons contre cet acte qui, selon nous, n'est pas bon pour le pays. C'est pourquoi nous sommes ici. Il s'agit de la première manifestation d'envergure organisée dans le pays depuis que la Cour suprême a rejeté en mars le recours du candidat du NDC, John Mahama, qui contestait les résultats de l'élection présidentielle remportée en décembre par le président sortant, Nana Akufo-Addo. Face au poids croissant de la dette publique et aux retombées de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a imposé de nouveaux impôts qui, conjugués à la hausse des prix du carburant, ont provoqué le mécontentement de nombreux Ghanéens, résumé par le hashtag #FixTheCountry. Au Sénégal, 2 nouvelles lois récemment adoptées par le Parlement pour renforcer la lutte contre le terrorisme font peser un risque sur la protection des libertés fondamentales. C'est ce qu'a averti ce lundi l'ONG Human Rights Watch. Reportage. L'ONG Human Rights Watch a qualifié dans un communiqué les 2 nouvelles lois récemment adoptées par le Parlement sénégalais pour renforcer la lutte contre le terrorisme de vague. Elle pointe le risque qu'elles soient utilisées pour criminaliser les activités politiques pacifiques et porter atteinte à la liberté d'association et de réunion. Si l'ONG estime légitime les inquiétudes au sujet de l'influence croissante des groupes armés islamistes au Sénégal, elle juge que les autorités sénégalaises devraient s'assurer que ces lois ne soient pas instrumentalisées pour supprimer les droits fondamentaux, a déclaré l'une de ses chercheuses, Hilaria Allegrozi. Le gouvernement devrait renvoyer les 2 lois au Parlement pour amender les dispositions problématiques, a ajouté Allegrozi, cité dans le communiqué, alors que le Conseil constitutionnel sénégalais doit se prononcer sur un recours en annulation introduit fin juin par 21 députés d'opposition. En s'attaquant notamment à la piraterie maritime, au financement du terrorisme et au blanchiment, la réforme du code pénal et du code de procédure pénale apporte une réponse au risque d'extension au Sénégal des violences djihadistes qui ensanglantent depuis des années les pays du Sahel comme le Mali et le Burkina Faso, a justifié le gouvernement sénégalais. Adopté au Parlement le 25 juin par 70 voix contre 11, les 2 textes doivent encore être promulgués par le président Macky Sall avant d'entrer en vigueur à une date qui n'a pas été précisée. En République démocratique du Congo, le bureau du Sénat a mis le sénateur Augustin Matata Podio à la disposition de la justice. L'ancien Premier ministre ne dispose plus désormais de son immunité parlementaire.
C'est à l'issue d'une rencontre entre le bureau de la Chambre haute du Parlement congolais et l'ancien Premier ministre ce lundi que la décision a été prise par le procureur de la Cour constitutionnelle. Ce faisant, Matata Ponyo ne dispose plus de son immunité parlementaire. Il a d'ailleurs réagi ce lundi aux accusations contenues dans le réquisitoire envoyé par le procureur de la Cour constitutionnelle qui l'accuse de détournement de deniers publics. Cette fois, il s'agit des fonds destinés à l'indemnisation de victimes expatriées qui avaient perdu des biens immobiliers lors de l'opération de nationalisation des années 73 et 74. Pour le procureur de la Cour constitutionnelle, d'importantes sommes en millions de dollars et de livres sterling sont sorties du trésor sur ordre de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo et se sont volatilisées. Le concerné conteste cette version. Selon lui, les victimes dites de la zaïrianisation ont bel et bien perçu leur dû. Un de leurs représentants, qui a préféré garder l'anonymat, confirme cette version. Si Matata Ponyo reconnaît avoir signé les protocoles d'accord entre les représentants des victimes et le gouvernement en 2010, quand il était ministre des Finances, il ne reconnaît pas avoir ordonné ce paiement parce que, dit-il, il était Premier ministre entre 2013 et cela n'était pas de son ressort. Au Mali, l'Interpol a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de Karim Keïta, l'un des fils de l'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Le mandat intervient dans le cadre d'une enquête sur la disparition d'un journaliste d'investigation en 2016, selon une source judiciaire malienne. Reportage. La notice rouge d'Interpol a été diffusée à la demande d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de la commune 4 de Bamako, la capitale, selon une source proche de l'enquête, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. L'enquête qui vise Karim Keïta concerne la disparition d'un journaliste d'investigation âgé d'une 50aine d'années, Birama Touré, qui travaillait pour l'hebdomadaire de Bamako, le Sphinx. Il n'a plus été vu depuis le 29 janvier 2016, selon sa famille et le directeur de publication. Ces derniers disent craindre qu'il a été enlevé, torturé et tué après plusieurs mois de détention. Le directeur du Sphinx avait affirmé en 2018 que son ex-reporter avait auparavant approché Karim Keïta à propos d'un dossier qu'il présentait comme compromettant pour le fils du président. Estimant avoir été diffamé par le Sphinx, Karim Keïta, qui a toujours fermement démenti toute implication dans la disparition du reporter, avait porté plainte en 2019 pour diffamation contre le directeur de la revue et contre un journaliste d'une radio privée de Bamako qui lui avait ouvert son antenne. Cette plainte en diffamation avait toutefois été jugée irrecevable pour des questions de forme par la justice malienne. Le directeur du Sphinx, craignant pour sa sécurité, a pour sa part trouvé refuge en France. Considéré par de nombreux Maliens comme personnifiant la corruption du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, Karim Keïta avait échappé à l'arrestation après la prise de pouvoir par les officiers dirigés par le colonel Assimi Goïta. Il était réapparu quelques jours plus tard en Côte d'Ivoire. Le juge Bekisisa Ngoun de la Haute Cour dans le KwaZulu-Natal en Afrique du Sud a entendu ce mardi une demande urgente de suspension de l'ordre d'arrestation de l'ancien président Jacob Zuma établi la semaine dernière par la Cour constitutionnelle. L'un des sujets de discussion dans l'affaire actuelle est de savoir si une haute cour peut se prononcer sur la décision d'une juridiction supérieure telle la Cour constitutionnelle en Afrique du Sud. Les partisans de Zuma étaient attendus en fin de matinée devant le tribunal pour cette audience pourtant virtuelle. Condamné à la prison ferme par la plus haute juridiction sud-africaine, l'ex-président Jacob Zuma gagne encore du temps. La justice doit se prononcer sur l'opportunité de son arrestation dans les prochains jours. Mais le dernier mot sur le sort de l'ancien président sera donné la semaine prochaine par la Cour constitutionnelle, plus haute instance judiciaire du pays. C'est cette cour qui a condamné la semaine dernière Jacob Zuma, 79 ans, à 15 mois pour outrage, après avoir à plusieurs reprises refusé de témoigner dans le cadre d'enquêtes pour corruption d'État. Cette décision semblait définitive, mais l'ex-président charismatique et roublard a réussi à obtenir de la Cour constitutionnelle qu'elle réexamine sa décision lundi. Il a réclamé parallèlement que l'ordre d'arrestation soit suspendu d'ici là. Depuis son fief à Nkandla, dans la province du KwaZulu-Natal, Jacob Zuma avait
plaisanté à l'expiration du délai pour se constituer prisonnier. Pas besoin que j'aille en prison aujourd'hui. Il a demandé une annulation ou au moins une diminution de sa peine, mettant en cause l'impartialité des juges qui l'ont condamné. Il a invoqué aussi son état de santé instable, arguant qu'une incarcération le condamnerait à une peine de mort. Certains craignent que la condamnation de l'ancien président engendre une grave crise politique au sein du parti historique où il compte encore de nombreux soutiens. La situation actuelle au KwaZulu-Natal n'est pas un soulèvement populaire, mais a été orchestrée au sein même de l'ANC, selon le communiqué. Plus de 60 migrants originaires notamment d'Afrique subsaharienne ont péri en moins de 112 heures au large de la Tunisie. Ils tentaient de traverser la Méditerranée pour rallier l'Europe clandestinement. Reportage. La garde maritime tunisienne a repêché ce lundi 21 cadavres de migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Elle a également secouru 50 autres passagers d'une embarcation partie de Sfax dans le centre-est du pays. Ces migrants, tous originaires d'Afrique subsaharienne, tentaient de rallier l'Europe, a indiqué Oussem Eddine Djebabli, porte-parole de la garde nationale. Il a aussi ajouté que leur embarcation avait fait naufrage le 4 juillet dernier. Par ailleurs, le 3 juillet dernier, 43 migrants ont disparu lorsque leur bateau, parti de Libye, a coulé au large de Zarzis, dans le sud de la Tunisie. Parmi les 127 passagers à bord de l'embarcation, 84 migrants ont été secourus et 43 ont disparu, avait indiqué samedi le Croissant Rouge tunisien. Les rescapés, âgés de 3 à 40 ans, étaient de différentes nationalités, avait précisé le ministère tunisien de la Défense dans un communiqué citant le Bangladesh, le Soudan, l'Érythrée, l'Égypte et le Tchad. Au total, depuis le 26 juin dernier, 4 embarcations parties de Sfax ont fait naufrage, 78 migrants ont été secourus et 49 cadavres repêchés après ces drames, selon le porte-parole de la garde nationale. Les départs de Tunisie vers les côtes européennes ont atteint en 2020 un pic inédit depuis 2011 et un nombre croissant de candidats à l'exil sont des étrangers, essentiellement des ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne. Selon l'ONG Forum tunisien des droits économiques et sociaux, ils constituaient 53% des migrants arrivés de Tunisie en Italie au premier trimestre 2021. Voilà qui referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.